Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, comme d'habitude, je leur dis à chaque fois, mais merci à la Fédération des maisons des potes de permettre ce genre de débat. Ce n'est pas un remerciement de confort, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir. Et malheureusement, il n'y en a plus tant que ça, des organisations qui combattent et qui maintiennent justement vivant ce débat et cette mobilisation sur ces thématiques. Donc, merci à vous. Et, euh, et bonjour à toutes et tous, bonjour à ceux et ceux que je connais, bonjour Mornia, bonjour Samuel, etc. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur la définition de la préférence nationale. Je ne vais pas revenir véritablement là-dessus, même si pour moi, préférence nationale, c'est une terminologie qui déjà pose problème dans le fait qu'elle peut apparaître comme positive pour un certain nombre de personnes, parce que justement, elle fait état de préférence. Donc, j'ai plutôt souvent tendance à parler de discrimination nationale ou d'exclusion nationale, mais je ne vais pas plus débattre sur le contenu des termes, hein, parce que d'autres sont intervenus fort brillamment sur ces questions-là. Moi, là où je vais plutôt porter mon intervention, c'est sur la réalité, sur ce qu'il y a lieu de faire. Comment nous pouvons combattre cette situation. Deux, trois éléments quand même en introduction. Pour moi, la discrimination nationale, elle commence dans la gestion des migrations. Et la discrimination nationale, elle n'existe pas qu'à l'échelle de la frontière nationale, elle existe aussi à l'échelle de la frontière européenne. Et la première des discriminations, eh bien, c'est ce repli de l'Europe sur ses frontières, cette manière de refuser la liberté de circulation des peuples avec l'ensemble des conséquences dramatiques qu'on connaît, mais je ne vous les apprends pas. Mais tout de même, on est aujourd'hui avec la Méditerranée comme premier cimetière au monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment le premier crève-cœur et la première souffrance causée par les tentatives de préférence ou en tout cas de discrimination ou d'exclusion nationale. Deuxième élément, j'ai entendu d'autres intervenants nous dire que entre l'extrême droite et je dirais le reste de l'échiquier politique, il y avait une grande différence et qu'on pouvait discuter avec la droite ou avec le libéralisme il ne fallait pas le faire avec l'extrême droite. Moi, je tiens juste à dire, en tout cas, ce que je pense et ce que je défends au sein de mon parti, qui est que le capitalisme est facteur de nationalisme. Et que donc, les gens qui se réfèrent, y compris à un modèle dit libéral, historiquement et actuellement, favorisent l'exclusion et la discrimination parce que, évidemment, permettent à ce que des frontières lèvent les travailleurs les uns contre les autres. C'est plus facile pour ceux qui vivent de cette exploitation. Et on l'a vécu de nombreuses reprises dans l'histoire et on continue de le vivre aujourd'hui, je dirais d'une manière encore plus importante en ce qui concerne le système capitaliste d'aujourd'hui, puisqu'il s'est, lui, pour le coup, émancipé des questions nationales et qu'il est aujourd'hui maintenant dans une situation de pouvoir même faire pression sur les États et sur les nations pour, au nom de la concurrence libre et non faussée, condamner d'éventuels pays qui n'iraient pas dans le sens justement d'une montée des ouvriers les uns contre les autres, des salariés et travailleurs les uns contre les autres, au profit du profit qui est leur recherche première. Donc pour moi, il n'y a plus aujourd'hui de cordon sanitaire entre la Macronie, la droite et l'extrême droite du point de vue idéologique. Et dans les pratiques, on retrouve d'ailleurs souvent sous les discours un peu plus policiers les mêmes propos. En troisième chose, bon, voilà, ça c'est pour l'aspect contexte. La troisième chose à dire, c'est qu'effectivement, nous assistons à une banalisation de l'extrême droite. Et ça a été fort justement dit à plusieurs reprises par les intervenants et intervenantes précédents. On est aujourd'hui dans une situation où on a effectivement non seulement 88 députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui mènent un travail de sape à l'Assemblée nationale, au point d'ailleurs qu'on se retrouve avec des situations particulièrement insupportables, lorsqu'on se retrouve avec un député RN nostalgique de l'Algérie française et de l'OAS qui est vice-président du groupe d'amitié franco-algérien,
de l'Assemblée nationale, la banalisation, elle est en cours. Et la banalisation dans les esprits, elle est en cours. Et vous avez eu fort raison de rappeler qu'à l'échelle locale, c'est malheureusement un processus qui est en train de se diluer et de devenir de plus en plus prégnant dans la société, avec un certain nombre de villes qui sont sous direction municipale RN et qui pratiquent d'une manière officielle et ouverte la discrimination. C'est d'ailleurs ce qui fera pour moi une différence entre ce que l'on peut avoir comme ressenti, comme réalité d'une préférence nationale dans la manière dont fonctionne ce pays, et le fait que des partis, notamment le Rassemblement national, cherchent à comment dire, légiférer et à donc institutionnaliser cette préférence nationale. Ça a toujours, pour moi, fait une différence lorsque la loi était elle-même inscrite ou lorsque, malheureusement, la pratique se faisait, ce qui n'empêchait évidemment pas de la combattre, tout au contraire. La troisième chose est sur le phénomène de radicalisation, parce qu'il faut aussi en parler à un moment donné. Là, aujourd'hui, on est effectivement focus sur la préférence nationale, mais la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est une situation de radicalisation. On a d'un côté la banalisation du Rassemblement national et de l'autre côté, l'émergence de mouvements de plus en plus violents à l'extrême droite, qui sont dans la pratique de l'oppression physique, de la violence physique en direction d'un certain nombre de populations. Et ça, il faut rappeler que c'est quand même quelque chose qui, enfin, ça marche sur deux pieds, le fascisme. Et ça a toujours été le cas. Il y a besoin pour le fascisme d'avoir une vitrine politique. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Et en même temps, il y a besoin pour le fascisme, parce que c'est sa culture, y compris, de mener une action violente pour opprimer, pour faire peur, pour rendre les gens les plus dociles possibles, parce que le sentiment, le risque, enfin voilà, le sentiment de risquer leur intégrité physique, voire leur vie, lorsqu'ils mènent un combat antiraciste et un combat contre le fascisme. Je rappelle quand même qu'on a, à titre juste d'exemple, parce que ça ne touche pas que les militants, ce que je suis en train de dire, ça touche malheureusement de plus en plus de citoyens. On assiste de plus en plus à des ratonnades dans un certain nombre de villes, à des actions armées nocturnes ou diurnes qui sont menées en direction de parties de la communauté de ces villes ou de la communauté nationale. Et que là, hier ou avant-hier, avaient lieu les obsèques, y compris du rugbyman argentin qui a été assassiné par un fasciste à l'arme à feu il y a près d'un an, je crois. Voilà, enfin, vous avez certainement entendu parler de cette histoire. En tout cas, voilà, on voit que ça se dilue et que la radicalisation, elle est en cours. Et je finirai, parce que c'est quand même le propre de mon propos. Je suis adjoint au maire de la ville de Grigny, donc une ville populaire, une ville-monde, comme on le dit. Je salue, si elle a rejoint Mélanie Davo, qui est elle-même adjointe au maire de la ville de La Courneuve, donc qui est elle-même également une ville-monde. Donc, qu'est-ce que nous, en tant que politique, on est censé faire par rapport à ça? Comment on combat cette situation? J'ai entendu dans les interventions la question de l'éducation populaire. C'est réel, c'est quelque chose d'extrêmement important, et on ne peut que regretter, y compris que des cadres existants comme depuis de nombreuses années, comme par exemple la semaine d'éducation contre le racisme, aient perdu autant de poids dans les établissements. Et donc, je crois que c'est déjà une responsabilité des élus locaux de favoriser dans leur commune le fait que ces moments d'éducation populaire contre le racisme et la discrimination puissent avoir lieu. Et puis, il y a le travail que l'on mène au sein de nos organisations politiques également. Et là, il faut force de constater que depuis l'an dernier, depuis les élections législatives, alors je sais qu'il y a beaucoup de sujets, y compris beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes mobilisés, y compris sur la question des retraites, où nous serons mobilisés également ce week-end sur la question de la lutte contre la loi Darmanin. Mais force est de constater que depuis un an, les voix qui se sont exprimées contre la banalisation des idées d'extrême droite et notamment de la préférence nationale, elles sont un peu faiblardes au sein de la gauche, et là, je dirais, toute organisation confondue. Alors, bien sûr, il y a des expressions. Je ne dis pas que personne ne fait rien. Il y a des députés qui sont en action, il y a des maires qui sont en action, mais
au regard de la gravité de la situation, je trouve qu'on est un petit peu petit bras sur cette affaire-là. Et que la responsabilité que l'on porte également en tant que militant politique, c'est de faire que dans nos organisations, ce débat-là ait lieu, qu'un certain nombre de clarifications s'opèrent. Je prendrai un exemple en ce qui me concerne plus particulièrement. Vous savez que le Parti communiste n'a pas toujours été un exemple d'internationalisme, ou en tout cas que la question justement du produisant français, qui pose cause en termes de défense des conflits sociaux, mais en tout cas que la question du produisant français a parfois tendance à masquer ou en tout cas à réduire le travail et l'action de ce parti sur la question des discriminations et de la lutte contre l'extrême droite notamment. Je suis heureux de constater que les choses évoluent un petit peu, certainement insuffisamment, mais qu'elles évoluent un petit peu et qu'au moins dans le cadre de la préparation du prochain congrès qui aura lieu au mois d'avril à Marseille, les textes du congrès du Parti communiste sont beaucoup plus clairs sur notre nécessité, notre souci et notre responsabilité à combattre les idées et les inventés du fascisme et de l'extrême droite en France. Donc, à l'échelon local, on a à agir. Dans le soutien, bien évidemment, aux luttes sociales, on a là aussi à agir. Dans nos organisations politiques, on a aussi, et enfin, à agir, et peut-être là aussi en premier lieu pour être raccord avec la gravité de la situation. Merci.